comme si elles étaient sous perf. Voilà. Voilà, pareil. Comme à l'hôpital si vous êtes sous perf. Ils dépérissent, baissent de lait, il n'y a pas de production. Nous, on ne peut plus vivre quoi. Aujourd'hui, je suis sûr que c'est l'antenne. Plus on en est sûr. Tout le monde savait que ça venait de là, donc je comprends pas qu'on n'ait pas fait quelque chose pour sauver une exploitation, quoi. On avait toujours espoir qu'ils arrêtent cette antenne, mais personne n'est capable de prendre la décision de l'arrêter. Ça s'est dégradé brutalement à partir de juillet 2021, c'est-à-dire juste après le démarrage de l'antenne. Ils ont eu une baisse de production très nette et très progressive de la production laitière. L'état général des bêtes s'est dégradé. Elles se sont mises à maigrir, à plus produire, à avoir des troubles du comportement. Qu'elles étaient endormies dans la stabulation. Elles ne mangeaient pas comme il faut, elles ne buvaient pas comme il faut. Baisse de lait, tout, donc on a fait comme tout éleveur. On a essayé de modifier l'alimentation, changer l'eau, changer les bacs. On a tout essayé et fin juillet, on a été alerté le maire que nous, ça faisait plus. On a rencontré le président Macron, on a rencontré 4 fois le ministre, mes collègues avaient rencontré d'autres ministres, on voit que ça avance pas, j'avais décidé d'arrêter le combat, mais on peut pas, on s'est bousillé la vie pendant 2 années d'affilée, quoi, entre le tribunal, tout ça, et que la ferme marchait pas bien, quoi. Mais le combat continuera. Jamais une antenne relais n'aura soulevé un vent de contestation d'une telle ampleur en France. Personne ne pouvait s'imaginer un seul instant que cette ferme se retrouverait au cœur d'une bataille juridique sans précédent entre une famille d'éleveurs et 4 opérateurs de téléphonie mobile. En aucun cas, on n'aurait pu soupçonner que cette antenne, érigée en Haute-Loire par le groupe Orange en 2021, coïnciderait avec l'effondrement de la production laitière et une surmortalité de leur bétail. Un véritable cauchemar pour la famille Salg. Le GAEC a dû vendre le reste du troupeau encore en état et abandonner la ferme. Dans le fond, cette antenne, ça ne serait pas du tout impossible qu'elle soit coupable de tous ces malheurs. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui, sur la foi d'une expertise d'un vétérinaire, avait dit bon, on a regardé toutes les causes possibles, l'alimentation du bétail est correcte, elles boivent de la bonne eau, il y a un tas de choses elles n'ont pas de maladie, et donc le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné qu'on arrête l'antenne pendant 2 mois. C'était une très bonne idée, tout à fait scientifique, parce que là on aurait pu voir si les vaches remontaient la tête à partir de l'arrêt de l'antenne. L'État également s'est porté aux côtés des 4 opérateurs pour demander au Conseil d'État de casser le jugement, la décision du tribunal administratif qui est arrivée le 10 août. Et nous avons appris qu'on ne pourrait pas arrêter ces fameuses antennes. Alors dans ce cas-là, on s'est dit que c'était quand même un certain déni de démocratie et on a décidé de faire tout notre possible pour populariser ça. Le plus important, ce qui est le plus révélateur, c'est les raisons pour lesquelles la décision du tribunal administratif a été annulée. C'était pas du tout sur le fond, c'était pas du tout parce qu'on remettait en cause le bien fondé d'une éventuelle suspension provisoire des antennes. C'était pour d'éventuels vices de procédure, la famille Salg et leur avocat n'avaient pas fait telle démarche dans les temps impartis ou dans l'ordre. Bref, peu importe, tout ça c'était des prétextes pour annuler en fait cette décision, pour que l'expérimentation n'ait pas lieu. C'était ça en fait le but.
En face, eh bien, il y a une espèce de lobby électrique qui va se battre pour ne pas avoir versé des indemnisations, craignant que cela se développe, ce type de contentieux se développe. On comprend bien, mais nous, on considère qu'il y a un préjudice qui est important pour ces éleveurs. Mais ce que je comprends pas, c'est que là, à ce moment-là, l'État vient de vous dire, écoutez, c'est vrai, pauvres gens, ils développent un business florissant, ils gagnent beaucoup d'argent, on va quand même pas limiter leurs bénéfices, vous comprenez, c'est pas normal. Enfin, c'est ça le discours, c'est peut-être caricaturé, mais c'est ça le discours de l'État. Quelle a été votre réaction par rapport à la décision du Conseil d'État ? J'étais extrêmement déçu parce que j'y croyais vraiment quand on avait été au tribunal administratif à Clermont-Ferrand, que le président avait ordonné de couper l'antenne. Moi j'étais confiant, puis quand j'ai vu que c'est parti au Conseil d'État et que la décision elle était à l'encontre des décisions du président du tribunal administratif, on était très déçus. Mais on n'a jamais pu le prouver, je trouve ça dommage. Ça aurait été bien pour tout le monde, pour la population, pour les opérateurs eux-mêmes, qu'il y ait une transparence jusqu'au bout. Nous avons retrouvé cet ancien éleveur sur les routes de la Haute-Loire, Frédéric Salgue. Il a tout perdu. Son métier d'éleveur jusqu'à sa santé. Il est devenu électro-hypersensible, comme beaucoup d'éleveurs installés à proximité d'éoliennes, de lignes haute tension ou d'antennes téléphoniques. Désormais victime des ondes électromagnétiques, des brûlures au bras et sur le torse réapparaissent à l'approche de la moindre antenne. Quand je vais proche d'une antenne, que ce soit celle de Mazera ou une autre, et quand je me rapproche de la source d'énergie, mes bras en loi, ils se brûlent ou sur le torse, j'ai des plaques toutes rouges. Quand je suis tout le temps exposé sur la route, de toute façon, aujourd'hui, toutes elles ont une incidence. Je rentrais chez moi le soir, j'avais du jus dans les jambes de partout quand j'allais me coucher. Voilà, là j'ai changé de métier, je suis beaucoup moins exposé, ça va mieux. Malgré que les tâches elles reviennent quand je reste trop à l'exposition, suivant ce que je fais dans la vie. Mais les symptômes que vous avez sur les bras, parce que vous viviez pas à Mazera d'Allier. Non. La chance qu'on avait, c'est de ne pas avoir la maison sur le site de l'exploitation, parce qu'on est moins exposé là où on est, malgré qu'il y en ait, on a des antennes mais plus éloignées. Donc je pense que moins de puissance, on ramasse moins tous les jours. Ce qui arrive aux animaux arrive aussi aux agriculteurs qui sont autour, aux habitants qui habitent autour. C'est évident. Pas de la même façon, on est tous différents, c'est évident. Il y en a qui sont plus sensibles au pollen d'un arbre que d'autres. Tout le monde est différent. Mais ça veut dire que le jour où une personne arrivera avec cette sensibilité-là, elle réagira comme les animaux ont réagi. Quand j'étais à la Stabu, j'avais les mains pleines de plaques rouges, de brûlures. Ça me démangeait. Et tandis que quand j'étais à Bonnefond, à l'école, donc je faisais une semaine à la ferme et une semaine à l'école. À la ferme, j'avais les mains toutes brûlées. Et quand j'étais à l'école, ça passait. Et vous mettez ça sur le compte de quoi, du coup ? De l'antenne et des ondes. Là, vous en êtes sûr ? Parce qu'en fait... Certains. Oui, certains, parce que à Bonnefond, moi, à l'école, il n'y a pas d'antenne. L'antenne la plus proche, elle est peut-être elle est loin, parce qu'il n'y en a pas, donc à 15 km. Donc il n'y a pas de problème. Donc ici, vous habitez à 10 km de l'antenne. Vous n'avez plus de soucis ? Non. Aucun souci. Les mains sont toutes belles. Vous allez sur Orange. Vous lisez la notice. Elle existe sur Orange. Notice scientifique. Ils sont obligés d'admettre ce qui est publié, reconnu par des pairs, même si certains rapports peuvent dire une chose et conclure autre chose, ils ne peuvent pas aller contre cela. Donc ils l'admettent. Simplement ils disent oui, mais c'est négligeable, le risque est faible, il y a peu de chances que ça se développe. Ils ne disent plus c'est neutre, non. Ils disent il y a peu de chances que ça se développe. Qu'il y ait un cancer, qu'il y ait des maladies qui soient liées à cela.
comme des maladies neurodégénératives, ça a été montré, des troubles du sommeil, ça a été montré, il y a d'autres maladies, des problèmes de fertilité, ça a été montré. Je veux dire, il y a des tas de choses qui apparaissent avec un champ électromagnétique chronique. Et qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à ça, en fait, quand vous vous êtes plaint? Rien. J'ai été passer une petite journée à l'hôpital, on m'a dit d'avoir une dermato. Voilà. C'est tout. Et ça s'en est arrêté là, oui. Il n'y a pas eu d'études beaucoup plus approfondies par rapport à ce problème? Non. Ça s'est arrêté là. Les problèmes de santé, on s'en moque, c'est pas grave, ce sont des gens sacrifiés. On se moque des garde-fous, on se moque des limites, on se moque de tout ça, on va voir ce que ça donne. Et in fine, on verra. S'il y a des problèmes, on changera peut-être de technologie. S'il y a des problèmes, on avisera. Mais ce que je comprends pas, c'est que ce faisant, l'État fait le jeu des industriels exclusivement. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Il y a quand même des études scientifiques qui sont là pour prouver qu'il y a des problèmes sanitaires vraiment sérieux pour des riverains d'antennes relais, pour l'usage intensif du téléphone portable. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à développer des technologies de plus en plus puissantes, de plus en plus nocives pour la santé ? Pour la 5G, c'est le brouillard. Donc en fait, science sans conscience, enfin technologie sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je suis désolée, mais je n'ai aucune idée à quoi on va exposer nos générations futures. On se retrouve en l'espace de 8 ans à avoir perdu 210 bovins et pour des causes qui sont uniquement liées, semble-t-il, au problème de pollution électromagnétique. Jamais il n'a été avéré que les ondes de radiofréquence aient un quelconque effet ou un quelconque impact sanitaire en dessous des seuils limites d'exposition. Quels sont ces seuils limites d'exposition? Nous sommes en 2002, entre les deux tours de l'élection présidentielle opposant Jacques Chirac à Jean-Marie Le Pen. Ces valeurs limites dépassent l'entendement. Elles vont être transformées en loi au cœur de cette débâcle politique par le gouvernement Jospin. Des chiffres compris entre 28 et 61 volts par mètre selon les fréquences. Elles passeront inaperçues dans cette confusion. Ces seuils sont censés nous protéger des seuls effets reconnus par tous les scientifiques, les effets thermiques. À très haute puissance, c'est exactement ce qu'il se passe dans un four à micro-ondes. Un laboratoire a montré que des rats sont sensibles à un champ électromagnétique de 1 volt par mètre. C'est à peine détectable par un appareil. Et que quand ils dorment le jour, ils préfèrent se mettre dans une partie de la cage où le champ électromagnétique est le plus faible. Ces images ont été tournées par l'éleveur. Curieusement, les vaches sont allées se blottir au fond de la stabulation, comme pour s'éloigner d'une présence invisible. Ce que nous avions remarqué au départ, c'est que pourquoi les vaches se réfugiaient à un point particulier de l'étable. Alors, avec non pas un mais 2 appareils, on a mesuré qu'à cet endroit-là, eh bien, c'est là où il y avait le moins d'ondes électromagnétiques. Donc, elles savaient exactement où est-ce qu'il fallait. Elles étaient malades comme des chiens, si j'ose dire, mais elles allaient se reposer à ces endroits-là. C'est parce qu'il y avait moins d'ondes. Les rayonnements électromagnétiques n'étaient pas neutres. Eux, ils disaient non, il ne se passe rien, c'est neutre. C'est pas neutre. Ce n'est pas neutre. Si on dit que c'est neutre, je dis toujours que c'est un mensonge. Ce n'est pas neutre. J'ai constaté des bêtes qui étaient, je l'ai déjà dit plusieurs fois, qui prenaient le tiers du bâtiment, qui étaient entassés,
Et quand l'antenne était coupée, parce que quand elle était coupée, les bêtes s'étaient soulagées. Donc c'est qu'il y a quand même un souci dû à l'antenne. Il y a une petite inquiétude quand même ici en tant que maire par rapport à la population. Forcément, alors elle s'estompe avec le temps, mais au départ effectivement on se posait plein de questions par rapport à l'école, par rapport à la population. On ne savait pas effectivement si ça agit comme ça sur les bêtes, ça agit sur les humains, et on ne savait pas exactement l'impact que ça a sur notre population, c'est clair. Quel est donc cet impact à l'échelle de 3 milliards d'utilisateurs noyés dans l'opacité d'un tel brouillard électromagnétique? Jamais la planète n'a été à ce point soumise à une irradiation d'une telle ampleur depuis l'avènement de la téléphonie mobile. Selon le Centre international de recherche sur le cancer, les rayonnements non ionisants sont classés comme cancérigènes pour l'homme. Les glioblastomes sont les formes les plus agressives de tumeurs cérébrales. Pour Santé publique France, les tumeurs cérébrales représentent 1% des cancers de l'adulte et 20% des cancers de l'enfant. Gérard Ledoy, ancien professeur en biologie. Il a dirigé un laboratoire de recherche sur les tumeurs et l'autosurveillance cellulaire à Clermont-Ferrand. Dès 2002, les physiciens ont soumis à un plant de tomate un rayonnement non ionisant à une fréquence utilisée en téléphonie mobile. Cette première expérience unique visait à démontrer une expression de gènes associée aux réactions de la défense cellulaire. Depuis, de conférences en exposés, il souligne ainsi l'importance des résultats scientifiques sur les effets du téléphone portable sur les cellules vivantes, ainsi que l'urgence de poursuivre la recherche dans ce domaine. Il faut être vigilant comme pour tout. Et surtout, que l'on permette d'accroître la connaissance afin de maîtriser cette technologie. C'est ça qu'on voulait. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas anodin. Le fait d'avoir son téléphone allumé dans sa poche, le fait de téléphoner avec 10 minutes, c'est suffisant pour entraîner une réaction de vos cellules. Donc pendant 4 ans, on a répété la même expérience une fois par jour. Le matin, traitement, l'après-midi, résultat, analyse par PCR. On faisait. Donc on voulait être sûr que la plante reconnaissait le champ électromagnétique comme un traumatisme. Vous allez perturber la cellule, et au bout d'un moment, ces cellules elles vont commencer à parfois diverger. La plante doit envoyer un signal à l'ensemble de l'organisme, disant attention, on est attaqué. Quand une cellule est blessée en surface, elle émet des signaux indiquant attention, il y a un problème, et elle va créer un système de défense à l'intérieur, en préparant les autres organes à se défendre. Les plantes le font, de plante à plante. Elles émettent des molécules. À l'intérieur de notre organisme, nos organes le font aussi. Et ça, on l'a vu dès la première année, et on n'a fait que reproduire pour valider ça. Et je peux vous assurer que notre équipe à Clermont-Ferrand, on était les premiers à montrer de manière rigoureuse et non équivoque la relation de causalité entre une exposition d'un organisme vivant, des tomates, pendant 10 minutes, à la puissance d'un téléphone à l'oreille, et l'expression de gènes de défense. Et on voulait voir ce que ça changeait pour les animaux et l'homme. Et donc ces résultats ont été publiés? Oui, ces résultats ont été publiés, d'abord dans des revues de biologie végétale, et on avait engagé ça, on avait annoncé ça dans des congrès, on avait annoncé ça dans les publications. Et apparemment, ça n'a pas plu. Et en 2007, en novembre, on a reçu un mail, même pas une lettre, rien du tout, un mail, disant que le laboratoire n'était pas renouvelé, faute de résultats. Et ce mail venait d'où? Il venait du ministère, non renouvellement. Dès lors que vous avez une étude qui va conclure à la dangerosité, vous allez avoir une réplique qui va être faite par des labos plus ou moins financés
par des industriels de la téléphonie mobile qui va dire le contraire. Et en fait, nous sommes dans une situation aujourd'hui où toute étude montrant une dangerosité est quasi systématiquement contredite par une étude qui est menée quelques temps après par une équipe financée par des opérateurs ou d'autres industriels de la téléphonie mobile. Les publications scientifiques fleurissent par milliers dans le monde. Elles mettent en évidence l'effet de ces ondes invisibles sur le vivant. Mais que disent les autorités sanitaires en France ? Les travaux de l'ANSES, financés principalement par l'État, n'établissent toujours pas de lien de causalité entre l'exposition aux ondes émises par les communications mobiles et des effets sur la santé. On ne dira pas, ça je peux déjà le dire aujourd'hui, oui le risque est avéré à moins d'un bouleversement de la recherche scientifique dans ce domaine-là qui arriverait là, dans les mois qui viennent, mais c'est pas possible. Donc on est forcément dans une situation, je le comprends, bien sûr inconfortable pour les pouvoirs publics notamment, parce que la science aujourd'hui ne peut pas donner une réponse totalement tranchée sur ces questions-là. Donc on essaye finalement de caractériser au mieux les données disponibles, les incertitudes qui sont associées, de manière à pouvoir effectivement travailler sur ces bases-là. Je fais souvent une comparaison avec le problème de l'amiante, où pendant 30 ans on a été dans le déni complet. On considérait que l'amiante, oui, effectivement, il y a des gens quelquefois malades, il y a des cas troublants, mais on laisse l'amiante, son utilisation dans beaucoup de domaines. Et puis d'un seul coup, nos politiques ont décidé de légiférer. Là, on s'est aperçu que finalement, c'était scandaleux, c'était dramatique, et on est dans la démesure après en disant, bah oui, l'amiante, c'est une catastrophe. Sauf qu'il s'est passé 30 ans. Il y a quand même un nombre d'éleveurs aujourd'hui au niveau national qui sont vraiment frappés et qui sont totalement abandonnés et par les pouvoirs publics, par les chambres d'agriculture et par l'ensemble du para-agricole. Et donc ça, aujourd'hui, dès qu'un éleveur est confronté à des problèmes, on s'aperçoit qu'il faut aussitôt intervenir. Il est temps que les pouvoirs publics interviennent dans de telles circonstances. Voilà. Nos problématiques, qui sont du même ordre que les frères Salgues, et c'est dans tous les cas toujours aussi tragique, puisque ça se solde systématiquement par un arrêt de l'élevage, par des grosses problématiques financières qui conduisent vers la liquidation, et de toute façon l'élevage est systématiquement... il n'y a pas forcément de solution en face. Mais on s'aperçoit que malgré tout, les années ont passé, rien n'a été fait, et finalement on n'a tiré aucune conclusion de ce qui se passait chez les éleveurs. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de gens sont électrosensibles, beaucoup de gens subissent de gros problèmes de santé. Si l'un d'entre nous était ministre avec des moyens, je mets de l'argent là-dessus pour essayer d'aider ces personnes, d'anticiper le problème, au lieu d'arriver après le problème, d'arriver avant le problème. Il y a des connaissances à acquérir, il y a une application à développer, et il y a des animaux à sauver et des gens à sauver. Et ça c'est la démarche scientifique. Et tout le monde peut la faire. C'est pas parce qu'on est instruit qu'on est obligatoirement scientifique, et c'est pas parce qu'on n'est pas instruit qu'on n'est pas scientifique. Les éleveurs en France sont de plus en plus nombreux à être sacrifiés sur l'autel du pouvoir, à l'instar de Mazera d'Allier. De nombreux scientifiques ne demandent qu'à approfondir les recherches afin d'appréhender au mieux ces phénomènes et leurs conséquences. Encore faut-il qu'on leur en donne les moyens. Quel serait le bilan aujourd'hui pour la famille ? Nous, ça nous a bousillé la vie, il faut le dire clairement. On a créé ça avec mon frère. Après, ma femme était rentrée dans le GEC en 2015, on avait agrandi les bâtiments. Mon fils était en apprentissage pendant 4 ans, juste avant que ça nous arrive. Et il avait fini en 2021, il devait soit être ouvrier, soit rentrer dans le GEC. Enfin, on n'avait pas l'intention de laisser
mourir l'exploitation, quoi. Et des fois je suis remonté, parce que, enfin, ils n'ont jamais voulu arrêter cette antenne relais, hormis moi, mais bon, moi j'en suis certain. Maintenant, après, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des moments qui sont durs à accepter, quoi. Et c'est comme un décès d'une personne chère, quoi. Enfin, nous, l'exploitation, quand vous créez quelque chose, vous n'avez pas envie que ça s'arrête comme ça. Et cette décision du Conseil d'État qui a annulé tous vos efforts, qui a tout anéanti. Après, ça a été annulé, ça a été une grande désillusion pour nous tous, quoi. Enfin, nous, on l'avait dit, on n'aura que nos yeux pour pleurer, quoi. Tout le monde sait que ça vient de là, députés, sénateurs, on a interpellé tout le monde. Mais on l'a arrêté, on a mis des caméras, nous on l'a arrêté, quoi. Elle va s'arrêter, l'antenne, et elle s'arrêtera pour de bon, quoi. Et je pense que le jour où ça va faire ça sera pas la première ni la dernière, parce qu'ils sont en train de tuer l'élevage et les humains.